tellement aveuglant, les drapeaux de la place de la Bastille de ce dimanche soir, que cela quand même devient un événement que les médias ne peuvent pas taire. Pourtant, il y a 10 ans, lors de l'élection de Jacques Chirac, ça avait été exactement le même phénomène. Lorsque Jacques Chirac avait fait son discours place de la Concorde, il n'y avait majoritairement que des drapeaux étrangers. Mais le peuple était tellement content d'avoir terrassé la bête immonde qui avait jamais menacé de faire plus de 20%, que finalement le phénomène avait été complètement passé sous silence. 10 ans plus tard, le contexte est différent, et là, on ne peut pas le taire. Alors comme on ne peut pas le taire, nous avons toujours les bonnes âmes qui cherchent à nous donner des explications rassurantes. Certains nous disent, les multiculturalistes, mais enfin, c'est au contraire un signe d'ouverture. Il va falloir vous habituer. La France, ce n'est pas que le bleu, blanc, rouge. La France, c'est aussi le drapeau de toutes les personnes qui ne sont pas d'origine française, mais qui sont fiers de leurs origines, sans pour autant remettre en cause la nationalité française. Simplement, on n'a pas remarqué qu'ils n'avaient pas un drapeau bleu, blanc, rouge dans l'autre main. On a remarqué qu'ils n'en avaient qu'un seul. Vous avez Martine Gozlan dans Marianne qui parle des cicatrices de ceux qui avaient les drapeaux. Moi, je sais pas, les grandes douleurs doivent être parce que j'ai pas l'impression qu'ils souffraient beaucoup. Alors, si on écoute les multiculturalistes, après tout, pourquoi pas, je verrais bien Eva Joly dans ce rôle. Pourquoi les drapeaux? Pourquoi en France, il n'y aurait que sur les mairies les drapeaux bleu, blanc, rouge? Et pourquoi il n'y aurait pas tous les jours un drapeau différent exactement dans le symbole de la Bastille? Ça, c'est citoyen du monde, ça, c'est tendance, ça, c'est moderne. Hein, moi, j'aimerais bien ça, mais plus sérieusement, moi, ça m'a renvoyé d'autres images. Ça m'a renvoyé, par exemple, l'image de 1998, quand l'équipe de France avait été championne du monde de football. J'étais sur les Champs-Élysées. Il y a quand même quelque chose qui me surprenait. Évidemment, la majorité des Français avaient le drapeau bleu, blanc, rouge. Mais je remarquais quand même que beaucoup avaient le drapeau algérien. Et que le mot d'ordre, c'était Zizou, Zizou, Zizou. Donc le surnom de Zinedine Zidane, comme si la France devait à Zinedine Zidane le fait d'être championne du monde. Exemple, Michel Platini était d'origine italienne, ça a été un très grand footballeur qui a porté l'équipe de France à bout de bras pendant 10 ans et beaucoup plus que Zinedine Zidane les 10 années suivantes. Jamais des personnes d'origine italienne ne se sont appropriées les victoires de la France en disant Forza Italia. Un des plus grands footballeurs français avant Michel Platini était Raymond Kopa. Il était né à Neu-les-Mines, ses parents étaient polonais. Il n'a jamais revendiqué une espèce de double nationalité franco-polonaise et les supporters polonais qui allaient le voir avaient le drapeau bleu, blanc, rouge. Autre exemple, Michel Platini, quand il jouait contre l'équipe d'Italie, mettait toujours un point d'honneur à battre l'équipe du pays dont le père était originaire. Un Zinedine Zidane, quand on lui demandait France-Algérie, Zinedine, c'est quoi votre préférence? J'aimerais bien qu'il y ait un match nul quand même. Il y a quand même une différence fondamentale. Moi, ces drapeaux à la place de la Bastille, ça me renvoie les sifflets qu'il y avait eu dans les tribunes du match France-Algérie, les sifflets qu'il y avait eu dans les tribunes lors du match France-Maroc, les sifflets qu'il y avait eu dans les tribunes lors du match France-Tunisie, en 2001, en 2006 et en 2008, où il y avait très peu de drapeaux français et où chaque fois qu'un Français, un joueur de l'équipe de France touchait la balle, c'était une bronca. Moi, je ne vois pas du tout dans ces messages, dans ces drapeaux, un message d'amour pour la France, j'y vois un message de conquête. Un message de non-appartenance à notre pays, c'est-à-dire on est français pour les avantages, et notamment pour pouvoir voter, mais aussi pour les avantages sociaux que donne la France à ses ressortissants, mais de cœur, on n'est pas français. Voire de cœur, on déteste la France. Voir si on a la double nationalité franco-algérienne, franco-marocaine, franco-tunisienne, c'est quand même de cœur le pays de l'autre côté de la Méditerranée qu'on aime, et pas celui-là. Et ça mérite quand même un regard un peu moins angélique que celui que nos bobos parisiens avaient dimanche soir. Alors, puisque je parle de bobos parisiens, je vais vous parler de Badinter, grande dame de la gauche, qui nous a fait immédiatement un beau discours de la gauche morale, évidemment, comme quoi, de même que l'abrogation de la peine de mort avait été un geste fort en 1981, il fallait aujourd'hui envoyer un autre geste fort qui consistait à donner le droit de vote aux étrangers. Moi, ça m'intéresserait d'approfondir un petit peu le propos, à travers quand même un exemple. Nous apprenons par un sondage OpinionWay que 93% des musulmans auraient voté pour François Hollande ce dimanche.
Ces sondeurs affirment avoir demandé à la sortie des urnes à 10 000 personnes se réclamant de la religion musulmane quel avait été leur choix. Ça voudrait dire qu'ils ont suivi les consignes de Tariq Ramadan, les consignes qu'on avançait donc dans les mosquées, notamment avec l'ancien conseiller de Sarkozy, Daman. Donc ça voudrait dire que là, on est quand même devant un vote ethnico-religieux. Un vote ethnico-religieux qui est confirmé quand on regarde notamment en Seine-Saint-Denis, un département où en moyenne François Hollande a fait 65%, mais avec des percées quand même assez étonnantes puisqu'il fait 78% à Villetaneuse, 77% à Bodugny, 75% à La Courneuve, 74% à Pierrefitte, 73% à Stains, 72% à Bagnolet. Je sais pas, ça devrait interroger. Alors après, on pourrait dire, bon, faut pas être mesquin, l'essentiel, c'est que c'est quand même un appel à l'intégration, un appel à la République, et quand ils votent Hollande, c'est ça. Moi, je voudrais bien le croire, mais est-ce que la religion dont ils se réclament demande à ses ressortissants de s'intégrer, de devenir des Français? Non. Le discours officiel des imams, le discours officiel d'un Tariq Ramadan, c'est soyez musulmans avant de devenir français. Donc déjà, il y a une véritable interrogation quant à ce vote, mais encore plus une interrogation si on accroît la pression d'un vote ethnico-religieux sur la République. Je pense que ça devrait déjà être une première réflexion. L'autre réflexion, c'est la politique sur l'immigration. On a 1 million tous les quinquennats, on a 1 million de nouveaux ressortissants, donc la majorité de traditions arabo-musulmanes, on va dire, issues de l'immigration post-coloniale, qui viennent en France. 1 million, c'est 3% d'électeurs. Ça mérite quand même une vraie réflexion. Si on écoute le grand gourou du MODEF et du Parti Socialiste Attali, il en faudrait 300 000 tous les ans et pendant 30 ans. Autre interrogation. Je me souviens aux assises internationales sur l'islamisation de nos pays, je me souviens que le bruxellois Aldo Mingo avait fait forte sensation en nous expliquant qu'à Bruxelles, il y avait aujourd'hui 40% de musulmans et que 70% des habitants de Bruxelles âgés de moins de 15 ans étaient musulmans. Je me souviens également aux assises sur la nationalité qui se sont tenues récemment porte de Charenton, qu'un écrivain, Marc Rousset, nous expliquait qu'aujourd'hui, les naissances en France, qui se montent à peu près à 700 à 800 000 tous les ans, 17% de ces naissances sont des enfants de musulmans. Il nous expliquait que si la démographie et l'immigration continuaient comme ça, il y aurait 30% de naissances d'origine musulmane en 2030 et 50% de naissances d'origine musulmane en 2050. Moi, je pense que si nous étions réellement dans un pays soucieux d'un débat démocratique, comme le réclame la remarquable Malika Sorel, qui, entre nous, tellement déprimée par la défaite de Sarkozy sur lequel elle avait misé, et personnellement je ne suis pas d'accord avec elle, mais il n'empêche que grand respect pour ce qu'elle est et pour ses propos, Malika Sorel a décidé d'arrêter son blog et presque d'arrêter pour l'instant toute activité. J'espère qu'elle reviendra rapidement sur sa décision parce que les patriotes ont besoin d'un langage comme le sien. Toujours est-il que la remarquable Malika Sorel réclamait, pour sauver réellement les valeurs républicaines de notre pays, qu'on remette en cause le code de la nationalité et notamment l'accession automatique à la nationalité française pour quiconque est né en France. Je pense que ces chiffres-là mériteraient au moins d'approfondir et que les Français soient interrogés sur est-ce que c'est réellement vers ce type de société qu'ils souhaitent aller pour leurs enfants, pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Ça mériterait quand même un débat démocratique. Si on pense que c'est un plus, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas continuer à faire un véritable changement de civilisation, pour répondre au programme de Martine Aubry, à un espèce de changement de population, comme le dit Renaud Camus, sans que ça soit débattu démocratiquement dans notre pays. C'est pas possible. Il y a tout de même quelque chose de pervers. Dans une période de chômage de masse, où selon les chiffres officiels de la gauche, il y a 5 millions de chômeurs et 11 millions de citoyens pauvres en France. Il y a quand même quelque chose de très pervers à continuer à faire rentrer 200 000 immigrés nouveaux tous les ans, 1 million tous les 5 ans, voire comme le voudrait Attali, 300 000 tous les ans pendant 30 ans, sachant qu'il n'y a pas de travail,
ou sachant que les conditions d'irrégularité qui sont la leur vont tirer les conventions collectives vers le bas, et donc sachant que ces personnes que nous faisons rentrer en France ne pourront survivre que soit grâce à des trafics clandestins, soit grâce aux aides sociales pour lesquelles la gauche se bat avec le plus de conviction. Donc il y a quand même, exactement comme le disait Luc Gaffier dans ce livre que je vous recommande, Le sans-papierisme aux éditions Xenia, il nous explique dans cet ouvrage que les travaillistes en Grande-Bretagne se sont longtemps maintenus au pouvoir alors qu'ils étaient rejetés par le peuple parce que justement ils bénéficiaient du vote de personnes de nationalité étrangère pour lesquelles ils se battaient pour obtenir des aides sociales. Ne sommes-nous pas en France, en ce moment, en train d'arriver à peu près dans un scénario équivalent où le Parti socialiste se bat pour une immigration de plus en plus importante, se bat contre l'expulsion des clandestins, même si Hollande a dit le contraire, et se bat aujourd'hui pour que les personnes de nationalité étrangère puissent voter aux élections locales. Ne soyons pas dupes, si on commence à voter aux élections locales, on pourra être élu aux élections locales. Si on commence à voter et pouvoir être élu aux élections locales, on pourra être élu à des élections nationales et pouvoir voter à des élections nationales. C'est la cohérence de tout ça. Une vraie question, parce que finalement Yves-Marie Lelland le pose en ces termes, c'est que comment un peuple peut-il perdre démocratiquement la maîtrise de son territoire? Je crois qu'on est vraiment à fond dans ce débat que la victoire de Hollande rend encore plus incontournable. Bonne soirée. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez.